Depuis 14 ans, le taux de croissance de l'économie égyptienne atteint son plus haut niveau. Au cours des 5 dernières années, la croissance de l'économie égyptienne a été doublée au cours du dernier exercice budgétaire par rapport à la 2020-2021, malgré la guerre russo-ukrainienne et d'autres indices. Donc, mesdames et messieurs, vous êtes toujours le bienvenu sur NAL TV International, notamment dans cette édition d'indices. En fait, ce que je viens de vous annoncer il y a quelques instants, ce ne sont que presque parmi les grandes lignes dont on va discuter durant les prochaines minutes. Et ça à travers les analyses de notre cher invité, Dr Rania Ramadan. C'est une professeure d'économie. Donc, il y aura beaucoup des points, beaucoup des indices à noter, à commenter, à justifier de sa part, notamment après, si je peux dire, une conférence de presse très importante qui a été tenue par Monsieur le ministre des Finances, Mohamed Moaïd, concernant les différents chiffres de l'économie égyptienne, concernant la croissance, le déficit budgétaire, concernant même la dette égyptienne, le PIB, beaucoup de choses. Et en même temps, il y avait bien sûr une réunion très importante qui a, si je peux dire, regroupé Monsieur le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, et le nouveau gouverneur de la Banque centrale. Donc, des questions, des points à commenter de la part de Dr Rania Ramadan, qui se trouve actuellement en ligne de NAL TV International. Dr Rania, bonjour. Dr Rania, bonjour. Allô? Oui, Dr Rania, bonjour. Vous êtes toujours la bienvenue sur NAL TV International. Avec plaisir, c'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Donc, ma question porte sur les décisions qui ont été prises par la Banque centrale concernant, par exemple, l'annulation des limites maximales des opérations des dépôts pour les particuliers, les entreprises, dans les succursales de la banque et dans le distributeur automatique de billets. Donc, l'influence de ça, c'est ma question. Et après ça, on va parler un peu plus de cette coordination, cette coopération entre les politiques monétaires, financières et économiques. Donc, je vous donne les paroles, les commentaires. Ah oui, bien sûr, il y a une intégration, une coordination totale sur les politiques financières et monétaires. On parle d'abord de la décision du gouverneur de la Banque centrale à propos de la suppression des limites maximales des dépôts. L'influence de cette décision, et ça indique quoi? Oui. À propos de l'influence de cette décision, on peut dire qu'elle va stimuler le cycle économique, qu'elle va éviter la stagflation, puisque beaucoup d'entreprises avaient des besoins de liquidité et ces limites étaient un obstacle pour eux. On peut dire que le secteur qui va bénéficier le plus, c'est le secteur de la construction, puisque c'est l'un des grands secteurs en termes de nombre de travailleurs. Je pense qu'il n'y aura pas d'effet sur la hausse de l'inflation, puisque les gens ont déjà commencé à rationaliser leurs dépenses après la hausse des prix. Je pense aussi que cette décision affecte plus les entreprises que les particuliers. Oui. Qu'est-ce qu'indique cette décision? Elle indique quoi? Je vois que c'est la première décision du nouveau gouverneur de la Banque centrale. Alors, je crois que ça indique que la politique économique sera responsive à la communauté des affaires et du travail. Ouais. Alors, ça va donner confiance au secteur bancaire. Oui. À propos de... Oui? Oui, je vous écoute, continuez. D'accord. À propos de l'intégration et la coordination totale sur les politiques financières et monétaires, excusez-moi. Non, je vois qu'il y a une intégration entre les deux politiques. Alors, la politique monétaire, je suis avec la politique monétaire. On a plusieurs décisions en faveur d'encourager les investissements privés et de la production. Aussi, si on voit la politique financière, elle est dans la même direction.
Pour la politique monétaire, on a plusieurs décisions en faveur de l'augmentation des investissements, comme l'annulation des limites maximales des dépôts et maintenir les taux d'intérêt fixes. Maintenir le taux d'intérêt fixe, je suis avec ça. Et aussi, qu'est-ce qu'ils ont fait qu'en politique monétaire pour maintenir ou pour faire face à l'inflation? Le gouverneur de la Banque centrale a tiré 100 milliards de livres égyptiens de banques, ce qui diminue la liquidité des banques. À propos de la politique financière, ils ont adopté des mesures exceptionnelles pour faciliter les importations et diminuer les charges sur les investisseurs, ce qui va augmenter à son tour la production et diminuer le coût de marchandises pour les citoyens. Oui, oui. Alors, je veux terminer par dire que la production est la seule solution pour surmonter la crise. À propos de flux monétaires sortants et entrants, on peut dire qu'à court terme, on peut voir... C'est ça la question. C'est ça la question. Comment vous trouvez... Mais à moyen terme, après que la production se passe, après que l'exportation, on a des exportations, on aura un flux monétaire entrant. Donc, c'est ça votre prévision en ce qui concerne l'impact de telles nouvelles décisions prises par le gouverneur de la Banque centrale sur les flux monétaires en Égypte. Ma question porte sur, à travers de telles rencontres entre le Premier ministre, ou plutôt cette coordination entre les différentes politiques monétaires, financières et économiques, vous voyez que ces décisions, ou quelles seront même, vous voyez l'impact de ces décisions, c'est quoi, et quelles seront même les décisions d'après vous concernant plus de modifications de la politique monétaire en Égypte pour arriver à doper un peu plus la croissance économique égyptienne? J'arrive pas à entendre, mais si vous... Les modifications. Les mesures à prendre pour modifier la politique monétaire, d'accord, c'est ça? Oui, oui. D'accord. Il faut premièrement encourager le secteur privé. Je pense que l'État a déjà cette initiative, puisque l'État va introduire 10 sociétés d'État sur le marché boursier pour le fin de 2022. Le but de l'État, c'est doubler le poids du secteur privé, qui est 30% seulement en 2021, pour atteindre 65% en 2025. On peut dire que le secteur privé, sa part, est l'un des principaux moteurs d'une croissance économique durable. Encore, une autre mesure, il faut augmenter la production et la productivité pour augmenter les exportations, et ceci va augmenter les devises étrangères. Et pour faire face à l'inflation, il faut stimuler l'offre par l'augmentation de production dans les secteurs d'énergie, des produits alimentaires, de gestion de l'eau. Je vous écoute toujours. En fait, j'ai une question concernant le taux de croissance de l'économie égyptienne qui a été doublé au cours du dernier exercice budgétaire par rapport à ce qu'il a enregistré en 2020-2021, malgré les répercussions de la guerre russo-ukrainienne, les répercussions du resserrement monétaire sur l'économie mondiale et locale. Donc, ce sont en fait des déclarations faites récemment par Dr Hala Saïd, mais ma question porte sur quelles sont les raisons de la poussée de la croissance économique, même dans les temps difficiles des crises qui frappent le monde entier, non seulement l'Égypte, comme les crises céréalières, les crises énergétiques, les crises sanitaires, ainsi de suite. Les raisons de la poussée économique, il y a plusieurs raisons qui ont mené à cette poussée économique. Par exemple, sur le plan des infrastructures, on a des méga-projets comme le doublement du canal de Suez, le développement de la région économique, la construction de nouvelles capitales administratives, nouveaux centres industriels dans 22 villes, une centrale nucléaire. Aussi, on a la hausse des prix du gaz naturel, est une source de revenus supplémentaires. Les subventions des produits ont diminué de 35% en 2020 à 28% en 2022. Alors, les revenus de l'État aussi ont augmenté de 19,6% contre une augmentation de dépenses de 40,8% seulement.
Les exportations pétrolières ont augmenté par 4 milliards de dollars. Une source de financement, c'est les virements financiers des Égyptiens travaillant à l'étranger. Ils ont augmenté aussi. Et on a en plus le stockage du blé et la production locale du blé qui a évité la hausse qu'on ne peut pas contrôler dans les prix des blés. Ouais. Oui. Mais je voulais ajouter, proposer une autre solution pour les mesures à prendre pour modifier la politique monétaire, si vous voulez. J'ai une proposition qu'on peut remplacer nos dettes par des investissements dans le domaine de l'environnement. C'est-à-dire, on doit profiter que le COP27 va avoir lieu à Sharm el-Sheikh le novembre prochain. Il y a aussi un forum égyptien pour la coopération internationale et le financement du développement dans la nouvelle capitale administrative, ayant pour but de passer de l'étape de promesse à l'étape de mise en œuvre des projets verts. Alors, comme pays, on doit profiter des pays développés pour négocier avec eux, de remplacer nos dettes par des investissements dans le domaine de l'environnement. Oui. En fait, j'ai quelques points à vous proposer. Par exemple, concernant l'environnement ou la transition verte et les investissements. Quand vous savez, par exemple, en Europe, il y a toujours une crise énergétique dont souffre le peuple européen là-bas, bien sûr. Et l'Égypte dispose actuellement d'une bonne infrastructure, de différentes sources d'énergie, que ce soit renouvelables, non renouvelables, de gaz propre, ainsi de suite, dispose d'une main-d'œuvre, dispose de beaucoup de choses. Est-ce que vous trouvez qu'il y aura des investissements qui vont être pompés au sein de l'économie égyptienne, notamment dans le domaine industriel, parce que, comme vous savez même, il y avait des industries, des industries qui ont clôturé là-bas en Europe à cause du manque de l'énergie. Bien sûr, mais d'abord, on doit prendre quelques mesures, quelques étapes à faire. Et pour augmenter les investissements entrants, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit premièrement attirer les investisseurs étrangers, surtout les investisseurs russes, puisque les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne ont décidé de suspendre l'accord sur l'assouplissement du régime des visas avec la Russie. Et cette décision rendra l'obtention de visas pour les citoyens russes plus difficile. Alors, il faut bénéficier de cette situation, attirer les citoyens russes, soit ils sont des investisseurs ou des touristes. On ne doit pas laisser cette opportunité sans bénéficier de la situation. Deuxièmement, la décision que la politique monétaire doit prendre, c'est la flotation du livre égyptien. Pourquoi? Les investisseurs étrangers attendent que les conditions soient stables économiquement et que le livre égyptien ne soit pas surévalué pour qu'ils commencent des investissements chez nous. Une fois la flotation se réalise, on aura une acceptation du Fonds monétaire international à propos du prêt et on aura des investissements, un flux monétaire entrant énorme. Alors, les mesures qu'on doit faire pour attirer les investissements étrangers, premièrement, prendre en considération d'attirer les investisseurs russes. Deuxièmement, la flotation du livre égyptien. Troisièmement, se mettre en accord avec le Fonds monétaire international pour un nouveau prêt. Je veux dire aussi que la monnaie égyptienne n'est pas la seule qui a perdu de valeur vis-à-vis au dollar, mais les monnaies des pays les plus développés aussi ont perdu de valeur. En fait, je dois admettre que, en effet, l'Égypte a fait un progrès économique énorme durant les années passées. Sans la crise du Covid-19 et la guerre, l'Égypte aurait été dans un autre endroit économique. Donc permettez-moi de vous poser deux questions. Les crises internationales qui ont frappé le monde entier, notamment dans le domaine économique, ont freiné le programme ambitieux de l'Égypte, le programme de la réforme économique de l'Égypte, n'est-ce pas? Ah oui.
Oui. Donc ma deuxième question concernant la croissance économique de l'Égypte. En fait, on trouve que, par exemple, comme on montre sur l'écran, le Fonds monétaire arabe a dit que les crises internationales actuelles poseront un défi majeur devant la croissance économique en Égypte, alors que d'après les prévisions de ce fonds, l'économie égyptienne atteindrait un taux de croissance d'environ 5,5% pendant 2022-2023. Ma question porte ici. Comme vous savez, la Fed américaine essaie toujours de hausser son taux d'intérêt. Mais vous avez dit dans votre analyse que vous êtes toujours avec le maintien de taux d'intérêt. Pourquoi? Ah oui. Quand la Banque le fédérale a augmenté les prix, le taux d'intérêt, qu'est-ce qui s'est passé? Tous les autres pays ont des problèmes de marché de devises et il y a des difficultés de rembourser les dettes extérieures. Alors, tous les pays seront dans une récession. Pour notre pays, qu'est-ce que ça va faire si on a augmenté les taux d'intérêt? Ça va multiplier le coût de l'investissement. Un investisseur qui veut prendre un crédit, il va payer un taux d'intérêt élevé, alors il n'est pas encouragé de prendre ce crédit. Ouais. Alors, on aura une augmentation de la production, je m'excuse, une diminution de la production et une diminution de l'offre, ce qui va amener à une récession qu'on ne peut pas contrôler. Oui. Ouais. En fait, Monsieur le ministre des Finances a donné une conférence de presse au cours de laquelle il a expliqué quelques chiffres très importants, ou révélé même quelques chiffres très importants, quelques situations très importantes. Par exemple, il a dit que pourquoi on parle seulement de l'économie égyptienne alors que tout le monde, toutes les autres économies sont tout à fait pleinement frappées par les crises russo-ukrainiennes, céréalières, énergétiques, sanitaires, ainsi de suite. Mais en même temps, il a dit que l'économie égyptienne est toujours capable de faire face aux chocs interdépendants ou compliqués. La pandémie de coronavirus a bouleversé la balance de notre ambitieux programme économique. En même temps, il a dit que la FMI n'a pas demandé à l'Égypte de lever les subventions sur les pains et les produits alimentaires. Mais en même temps, ma question porte cette fois-ci sur les répercussions qu'a subi l'économie égyptienne à cause de ces crises mondiales. C'est les vagues inflationnistes. Vous avez un avis en ce qui concerne le taux d'inflation ici au niveau égyptien. D'après votre prévision, il y aura un autre gonflement, une autre hausse de taux d'inflation au niveau égyptien, ou plutôt, il y aura une baisse? Bien sûr, on aura une augmentation de taux d'inflation, c'est dans tout le monde, pas nous seulement. Mais le taux d'inflation a augmenté à 13,5% dû à la hausse des prix des blés et des produits pétroliers. Et ces produits sont partout. Alors nous sommes touchés, sans doute. Aussi, la hausse des taux d'intérêt, environ 20 milliards de dollars ont quitté l'Égypte. Et le ministre des Finances a dit que ce sont 33 milliards dans le dernier discours. De milliards ont quitté l'Égypte. Le réserve de change officiel a diminué de 40 milliards à 33 milliards en juin 2022. Le livre égyptien s'est déprécié, mais on doit avoir flotation du livre égyptien. C'est une crise mondiale qui a touché tous les pays et leurs devises. L'euro a diminué devant le dollar. Le livre sterling a diminué devant le dollar. Tous les pays ont ce problème. Tous les pays ont des taux d'inflation plus grandes que celles de nous. Le gouvernement essaye de maintenir le taux d'inflation à des taux pas très hauts, mais ça ne va pas, ça ne peut pas être la solution. Elle ne doit pas maintenir ce taux pour l'infini. Il va augmenter, mais on doit
on doit confronter cette hausse par quoi? Par la production. La production est la seule solution. La production et l'industrialisation. Augmenter la production et les exportations. On doit d'abord augmenter les importations des produits intermédiaires pour que les industriels savent continuer leurs projets. En fait, d'après votre analyse en ce qui concerne la croissance économique égyptienne, vous avez mentionné les virements financiers des Égyptiens. Selon Monsieur le ministre Mohamed Mouayet, les virements financiers des Égyptiens travaillant à l'étranger ont enregistré un nouveau record au cours du dernier exercice. Donc, cela représente de plus en plus une sorte de confiance montante, augmentante de la part des Égyptiens envers leur économie? Ah oui, si j'entends bien, vous dites confiance de notre économie. Oui. Si on se met en d'accord avec le Fonds monétaire international à propos du prêt, on aura cette confiance vis-à-vis au monde. Je parle des virements. Je sais qu'il y a quelques problèmes techniques concernant la ligne de téléphone, mais justement, je parle des virements des Égyptiens vivant à l'étranger, les virements financiers des Égyptiens travaillant à l'étranger. Vous avez écouté? Vous parlez des virements financiers des Égyptiens étrangers et travaillant à l'étranger? Oui, oui. Ces virements ont augmenté, ont enregistré de nouveaux records. Donc, d'après vous, cela représente une confiance de leur part envers leur... Oui, bien sûr. C'est l'une des raisons de la poussée économique. J'ai dit les virements financiers des Égyptiens travaillant à l'étranger ont augmenté. Les revenus de l'État ont augmenté vis-à-vis aux dépenses. Les subventions des produits pétroliers ont diminué. Tout ça, ce sont des facteurs ou des raisons de la poussée économique. Bien sûr, les virements financiers des Égyptiens travaillant à l'étranger, leur augmentation, ça signifie une confiance, bien sûr, pour notre économie. Oui, en fait, j'ai quelques points à noter très rapidement de votre part, par exemple, concernant la dette égyptienne. Monsieur Mouayet, notre ministre de Finances, a dit que le ratio de la dette au PIB de l'Égypte est passé de 103% en juin 2017 à 87,2% en juin 2022. Vous avez des commentaires à faire à cet égard, à ce propos? J'arrive pas à entendre... La dette égyptienne. À propos de la dette, n'est-ce pas? La dette égyptienne. D'accord. Oui. Quand on parle de la dette, on ne doit pas parler à un chiffre absolu. On doit parler de la dette comme un pourcentage du PIB. Si on voit la dette comme pourcentage du PIB dans le pays égyptien et on voit dans tous les pays très développés, on voit que nos rapports ou que notre pourcentage est assez bien. Si vous comparez la dette par rapport au PIB du Japon, c'est, je crois, de 100% environ. Oui. Je ne sais pas le nombre précisément, mais je me souviens plus. Mais aussi les pays développés ont une dette plus que 100%. Dette par rapport au PIB. Oui. Alors la dette, comment on mesure la dette, le risque d'être endetté ou pas? On mesure par comparaison du PIB. Comment on a dépensé cette dette? Est-ce qu'on a dépensé cette dette dans des consommations ou dans des projets qui vont avoir des productions? Et alors, on aura une croissance économique, on aura la capacité de payer nos dettes. Oui. Donc, vous soutenez cette stratégie adoptée de la part de l'Égypte en ce qui concerne comment traiter avec
les prêts ou les dettes qu'on emprunte de la part du Fonds monétaire international ou d'autres pays du Golfe. Donc, on essaye de les pomper, de les injecter dans des projets productifs qui vont apporter qui vont apporter une sorte de pouce dans la croissance économique et de PIB de l'Égypte, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Oui. Docteur Rania Ramadan, notre grande professeure d'économie, merci beaucoup pour de telles explications, de tels éclaircissements. Je n'ai plus de temps pour vous donner un peu plus d'espace pour parler un peu plus de l'économie égyptienne, de cette évolution dans le monde économique de l'Égypte. Merci beaucoup. En fait, donc, chers téléspectateurs, nous arrivons à la fin de cette édition. J'ai essayé de vous rassembler quelques indices très importants, mais je n'ai pas le temps convenable pour discuter un peu plus de cette évolution qui, si je peux dire, qui intervient au sein de l'économie égyptienne pendant les derniers mois ou même les dernières années. C'est pourquoi pas, mettez-moi de vous présenter tous mes remerciements et à la prochaine.